Ce 28 mars, Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari vont s'affronter dans les urnes. Un chrétien du Sud contre un musulman du Nord, Goodluck Jonathan, 57 ans, président actuel du Nigeria depuis mai 2010. Il tente donc une seconde fois de briguer un autre mandat cette année, critiqué au sein de la population nigériane ainsi qu'à l'étranger pour n'avoir pas pu arrêter l'avancée de Boko Haram. L'homme promet de garantir la sécurité au Nigeria s'il est réélu. Le plus important est de s'assurer que nous chassions Boko Haram hors du Nigeria et nous ne leur permettrons d'aller dans aucun autre pays. Muhammadu Buhari, 72 ans et ancien général. Il est le candidat malheureux des précédents scrutins de 2003, 2007 et 2011. Quand il dirigeait encore le Nigeria d'une main de fer dans les années 80, il s'était forgé une image d'incorruptible. Aujourd'hui encore, il fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. La corruption est devenue une véritable culture au Nigeria. Dès que nous serons investis au gouvernement, qui que ce soit qui abusera de la confiance sera appelé à rendre des comptes. Les deux grands favoris de l'élection présidentielle nigériane du 28 mars ont signé ce 26 mars dernier un accord de paix. Objectif : empêcher les flambées de violence post-électorales entre les deux camps. Le président sortant Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari, son rival, se sont engagés à respecter le résultat du scrutin. La pollution atmosphérique en milieu urbain générée par les véhicules automobiles et les motocyclistes est à l'origine du décès d'environ 800 000 personnes par an dans le monde, dont 40 000 personnes en Afrique, selon le sondage de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Interpellés par cette situation, des experts en environnement se réunissent à Abidjan pour élaborer une situation de réduction de la consommation en carburant. Ce processus participatif a permis de proposer un projet de décret sur la qualité de l'air ambiant intégrant les valeurs limites maximales de gaz et de particules émises par les véhicules automobiles et les motocyclettes. Les responsables de l'International Council on Clean Transportation, ICCT, spécialisés en consultance dans les questions environnementales, ont présenté au cours de cette rencontre les résultats de l'étude sur la consommation en carburant du parc auto ivoirien. Le niveau des véhicules neufs qui sont les plus vendus en Côte d'Ivoire sont beaucoup plus élevés que la moyenne des pays d'où ils proviennent. Et cela indique qu'il y a du travail à faire pour pouvoir améliorer la qualité de l'air. Pendant 2 jours, la Direction de la qualité de l'environnement et ses partenaires ont échangé sur les questions liées à la réduction de la consommation du carburant en Côte d'Ivoire. La question foncière est la racine de plusieurs conflits. Les ventes illicites de terrain sont récurrentes et la loi foncière mal connue. Pour donner une réponse à ces difficultés, le projet foncier urbain 2 de formation sur le processus de sécurisation foncière a été initié. Il y a des litiges, bien sûr, il y a des ventes illicites, mais il y a aussi une part d'ignorance des populations, que ce soit les vendeurs ou que ce soit les acheteurs. Et donc on s'est dit il faut faire un projet pour communiquer les nouvelles dispositions sur l'ACD, voilà, depuis 2013, l'arrêté de concession définitive, qui est là pour réguler les conflits et faire en sorte qu'il n'y ait plus de choses qui soient vendues en plusieurs exemplaires, etc. Le processus de sécurisation foncière ne peut se faire sans la formation des chefs et notabilités des villages. Le cas de 6 villages du district d'Abidjan le démontre bien. Nous avons des terres, mais il faut une formation technique en ce qui concerne le foncier. Et les seules personnes indiquées à donner cette formation, je crois que c'est le ministère de la Construction. Selon les directeurs du domaine urbain du ministère du Commerce, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, toutes les terres appartiennent à l'État. Il va plus loin. L'attestation reconnue est l'attestation du chef du village. Depuis le 4 octobre 2013, les autorités n'émettent plus de lettres d'attribution. Donc toutes les lettres d'attribution qui ont été émises après le 4 octobre sont nulles et de nul effet. Aujourd'hui, l'acte qui permet d'être propriétaire, c'est l'arrêté de concession définitive. Ce n'est pas un autre acte. Après la formation des chefs et notabilités, les populations seront formées à leur tour sur la question foncière en vue de prévenir les conflits. 2 journées consacrées à la sensibilisation sur les maladies du rein. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida
à travers le programme national de prévention des maladies non transmissibles, initie une journée de dépistage éclatée à Abidjan et à Yamoussoukro. Dans le district d'Abidjan, 3 zones choisies pour le dépistage. Ici, au Collège moderne du Plateau, élèves, enseignants et éducateurs se sont soumis au test d'urine, un test de dépistage des maladies rénales qui s'est fait avec une bandelette trempée dans l'urine. Ceci est important parce que, d'une façon générale, il n'y a pas de signe franc qui indique que l'individu est en train de faire une insuffisance rénale. Et donc, cet acte de dépistage à la bandelette permet d'anticiper et de détecter les signes précoces de l'installation de la maladie. Un test d'urine pour anticiper la survenue des affections du rein, mais on peut aussi faire de la prévention en adoptant un mode de vie sain. Veillez à ce que toute angine de l'enfant ou toute infection de la peau qui revient de façon fréquente soit traitée de manière efficace. Demandez à chacun également de boire au moins 1,5 litre par jour. Faire attention au régime amaigrissant, notamment les laxatifs. Le non-respect de ces conduites a un effet néfaste sur les reins, ce qui conduit à l'insuffisance rénale. Un dîner-spectacle pour clore les journées de la francophonie qui se sont déroulées à Abidjan du 12 au 21 mars. Les initiateurs ont tenu ainsi à rendre un hommage aux nombreuses personnalités qui ont effectué le déplacement, parmi lesquelles l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, par ailleurs, porte-parole du groupe des ambassadeurs francophones en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdoulaye Sourang, et de hautes personnalités ivoiriennes. Plusieurs activités ont meublé cette journée, entre autres une exposition tournante avec les jeunes inventeurs dans 3 établissements, le lycée Sainte-Marie de Cocody, le lycée moderne d'Abobo et l'Institut Frobel de Makori. Parmi les activités, des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Le thème retenu cette année pour cette journée, la francophonie, ça commence ici. Pourquoi le copilote a-t-il précipité l'Airbus A320 sur la montagne? C'est ce que les enquêteurs cherchent maintenant à éclaircir. Des perquisitions ont été menées jeudi soir au domicile d'Andreas Lubitz dans l'ouest de l'Allemagne. L'hypothèse du suicide est envisagée. Il a parfaitement la capacité de piloter seul cet avion. Il a tous les brevets qui vont bien et il était apte à le conduire. Il a 28 ans. Rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Maintenant, on verra l'environnement de cette personne. D'habitude, quand on suicide tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce terme suicide. Quand on a la responsabilité de 150 personnes derrière, je n'appelle pas ça forcément un suicide. C'est tout. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas utilisé ce terme. Mais effectivement, bon, on peut se poser légitimement la question. Nous avons saisi des objets, des documents. Cela représente 2 cartons et un sac au total. Nous examinons depuis hier soir l'importance de ces éléments saisis en regard de la procédure en cours. Naturellement, nous espérons découvrir des indices concernant les motivations de l'homme. Il y a des gens dont on ne peut pas prévoir les réactions. Et les journalistes doivent également penser au fait que les parents doivent maintenant vivre avec ça. Selon le quotidien Bild, le jeune homme de 28 ans avait souffert en 2009 d'une grave dépression et était depuis sous traitement médical. Avec plus de 25% des suffrages, 8 élus dès le premier tour de ces élections départementales et l'assurance d'être présent dans plus de la moitié des cantons au second, le Front National stabilise son électorat. Le FN a parcouru un chemin considérable depuis les cantonales 2011 où il avait obtenu 15,1%. Un an plus tard, Marine Le Pen obtenait 17,9% au premier tour des présidentielles. Aux législatives de juin 2012, malgré un mode de scrutin plus compliqué pour un parti comme le Front National, son score se situe à 13,6% au premier tour. Au deuxième tour, le parti signe son retour à l'Assemblée avec 2 députés. Cette percée permet au parti d'extrême droite de s'implanter. En mars 2014, à l'issue des municipales, le FN ravit 11 mairies, un record historique. Le Front National arrive pour la première fois en tête d'une élection en France aux élections européennes de mai 2014 avec 24,9%. Un score dépassé ce 22 mars 2015, mais qui ne place toutefois pas le FN comme premier parti de France dans les urnes. L'Union européenne inquiète après le déclenchement de l'opération Tempête décisive au Yémen. Pour Bruxelles, l'intervention militaire lancée par l'Arabie saoudite pour contrer l'avancée des rebelles houthis soutenus par l'Iran n'est pas une solution. Une position inverse de celle de la Ligue arabe qui lui apporte son soutien total. Je voudrais affirmer l'importance de l'opération Tempête décisive. Je lui donne mon soutien total.
Il était nécessaire de répondre à l'appel du président Abd Rabo Mansour Hadi et de son gouvernement. L'Égypte a donné son soutien politique et militaire, ainsi que proposé de rejoindre la coalition avec ses forces aériennes, marines et terrestres, si nécessaire. L'usage de la force est toujours le dernier recours et c'est avec beaucoup de réticence que nous avons fait ce pas avec nos partenaires du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que des pays en dehors du Conseil. Une intervention militaire, et surtout une intervention militaire venant de l'extérieur du Yémen, n'aura pour résultat que le sang versé et le massacre du peuple yéménite. Il est nécessaire que toute intervention militaire prenne fin le plus tôt possible et que le dialogue reprenne afin de trouver une solution. Ces criminels saoudiens, américains et israéliens ne nous vaincront pas. Cela va renforcer encore plus notre pouvoir et notre volonté de les éradiquer de la carte. Ces derniers mois, les miliciens chiites ont pris le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Sanaa, la capitale. Décor naturel pour cet épisode de la série Question d'honneur, l'une des 40 séries turques à l'antenne depuis septembre. Sur le plateau, techniciens, acteurs, maquilleurs sont concentrés. Il faut aller vite. L'épisode sera diffusé dans seulement 6 jours et dure 2h20. On travaille 6 jours par semaine, car on doit produire en 6 jours un épisode de 140 minutes. On reçoit entre 92 et 95 pages de scénario par semaine et on travaille au minimum 12 heures par jour. Mais le plus souvent, c'est entre 14 et 16 heures. En quelques années, la durée des épisodes a plus que doublé, sous la pression des chaînes de télé qui saucissonnent chaque épisode en une multitude de coupures publicitaires. Mais pour la plupart des quelques 10 à 15 000 acteurs et techniciens turcs, impossible de tenir ce rythme. Les gens prennent énormément de drogues, de choses pour calmer les nerfs, des choses pour augmenter leur résistance. Les médicaments circulent beaucoup parce qu'il est impossible physiquement de résister à une telle pression. Résultat, de plus en plus d'accidents, parfois mortels, sur les plateaux de tournage, par manque de préparation. Mais depuis peu, le ministère du Travail a renforcé la réglementation en matière de sécurité. Une véritable avancée. Tous les plateaux de tournage sont considérés comme des lieux de travail dangereux. Donc ce qui va changer, ce que ça veut dire, c'est qu'un expert en sécurité devra être présent sans exception. Sans compter la précarité qui pèse sur tous ces travailleurs, ils n'ont pas de contrat de travail avec les sociétés de production, sont rémunérés en tant qu'indépendants, sans sécurité sociale ni assurance médicale. Cette jeune actrice n'a toujours pas été payée d'une série télé dont le tournage a été interrompu, faute de bons chiffres d'audience. La série s'est terminée en juin dernier et moi, en tant qu'actrice, je n'ai pas touché mon cachet, correspondant à plusieurs épisodes tournés. Donc toute seule, j'intente un procès contre le producteur pour essayer de récupérer de l'argent. Je fais ça à titre individuel. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque dans ce secteur. Les séries turques sont appréciées et rachetées partout dans le monde. En 2013, elles ont rapporté au pays plus de 150 millions de dollars de revenus à l'exportation.